Bonsoir à tous, on va reprendre Pour ma mère, je n'étais rien de Richard Pelzer. Chapitre 4. Personne. Les souhaits et les croyances de l'enfance font partie des émotions les plus fortes que nous puissions ressentir. Je souhaitais et j'espérais que quelqu'un interviendrait, viendrait à mon aide. Je l'ignorais à l'époque. Mais les autorités étaient au courant de ce que maman faisait, et pourtant elles ne tentèrent jamais rien pour l'arrêter. Personne ne fit quoi que ce soit. À présent, ma vie était plus cohérente. Je n'y avais jamais vraiment pensé avant le départ de David, mais je commence à comprendre que je n'avais jamais été traitée exactement comme lui. Maman et moi avions nos propres querelles. Nous les avions toujours eues. Elle me frappait ou me faisait tomber pour me punir de quelque chose dont j'ignorais tout. C'était comme ça. Je n'avais jamais réfléchi auparavant à la différence entre David et moi. J'avais toujours su que je ne voulais pas être lui. Je ne voulais pas vivre la même situation terrible que lui. Je n'avais jamais été l'un des préférés de maman. Quand il s'agissait de me montrer du soutien et de la confiance envers ses enfants, elle m'excluait systématiquement. Elle n'hésitait jamais à soutenir Ross et Scott. La seule chose qui me différenciait d'eux était que j'étais son confident et personne d'autre. Je n'avais aucune difficulté à rapporter les bêtises des autres à maman, juste pour cacher les miennes. Je savais que si nous étions proches de cette manière, elle s'en prendrait à quelqu'un d'autre, et pas à moi. C'est tout ce que je voulais. Tant que David fut là, maman préféra toujours le frapper lui que de s'en prendre à moi. Elle faisait en sorte que je me sente insignifiant et laid, mais malgré cela, elle ne me traitait jamais comme David. Elle ne tenta jamais de me tuer. Je suppose que la vie était plus facile pour moi. Mais maintenant qu'il est parti, elle est toujours la même, folle. Apparemment, comme elle me l'avait dit, la police avait amené David pendant que mon frère et moi étions chez oncle Dennis, à San Francisco. On avait dit que c'était un criminel, et je fus choquée quand maman me raconta qu'il avait tenté de mettre le feu à l'école. Elle me dit aussi qu'il avait volé de la nourriture à d'autres enfants, qu'il avait menti et qu'il avait commis des actes d'une violence inimaginable contre d'autres écoles, et même contre des professeurs. Après son départ, chaque jour, les histoires que maman me racontait sur les méfaits commis par cet enfant semblaient s'amplifier. Je n'arrivais pas à comprendre comment il avait pu faire de telles choses. Je dois bien admettre que je ressentais une certaine jalousie à l'idée que quelqu'un comme lui ait pu vivre de telles aventures, alors que ma vie à moi était aussi insignifiante. Je ne savais pas quoi penser. Ce que je venais d'apprendre, c'était qu'il était capable du même genre de choses que celles que j'avais vu maman faire récemment. J'avais à présent peur de lui. Je n'avais jamais imaginé que ce pauvre David pouvait être aussi cruel et méchant. Cependant, en réalité, j'étais immensément triste. Tout au fond de moi, je savais que je lui avais fait beaucoup de mal et qu'il me détestait à cause de cela. Maintenant, je n'aurai plus jamais l'opportunité de réparer ce que j'avais fait. Je ne pourrai jamais lui dire que, en dépit de tout, je l'aimais d'un amour fraternel que je n'avais pas le droit de montrer. Nous avions tous peur de maman, d'une façon ou d'une autre. Je crois que Rose et Scott étaient effrayés parce qu'ils voyaient choses subir. Je ne me souviens pas qu'ils aient jamais été battus autant que lui. Je me rendis à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner, du pain et des céréales. Je ressentis un vide en cherchant les cris et les coups qui d'habitude provenaient de l'escalier et que je savais ignorer délibérément. Mais tout était silencieux. En rentrant dans la cuisine, je me souvins tout à coup d'un matin où papa m'avait préparé des toasts pour le petit déjeuner. Il ne venait que pour des occasions particulières et ne restait jamais très longtemps. Quand il partait, je me sentais abandonnée. Tout comme David, il était parti, et moi, j'étais toujours là. Debout, dans la cuisine, je me souvins que papa avait l'habitude de s'asseoir dans le fauteuil situé dans un coin du salon, à côté de la grande fenêtre qui avait vue sur la baie et le Golden Gate Bridge. Quand maman le décrivait ce que le garçon avait fait, il réagissait en se contentant de marmonner. Oh, laisse le garçon manger, il faut qu'il mange quelque chose, répondit-il avec colère. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi, mais je suppose que papa avait accepté la manière dont sa femme traitait ses enfants et le fait qu'il ne pouvait ou ne voulait rien y faire. Peut-être avait-il vraiment peur d'elle, lui aussi. Il maintenait son journal suffisamment haut pour se cacher le visage, et tout ce que je pouvais entendre, c'était papa qui s'exclamait « Le garçon ci, le garçon cela !» Et papa avait oublié son nom. En pensant à lui, je réalisais que j'étais censée le haïr, cet homme dont maman m'avait ordonné de me souvenir comme d'un lâche. Elle parlait de lui de cette façon, toujours au passé et avec colère.
Étant censé être toujours d'accord avec elle et exprimer ses sentiments comme s'ils étaient les miens, je le détestais aussi. Je ne savais pas pourquoi. On me disait de le détester et je ne remettais rien en question. J'avais besoin. Pardon, j'avais bien trop peur. Il n'est pas à la hauteur des valeurs familiales que nous avons dans cette maison, disait-elle souvent. Je mis mon petit déjeuner sur une assiette que je posai et laissai sur la table de la salle à manger et me rendis jusqu'à ma chambre. Je fus triste en voyant les vêtements que j'en ai assez de mettre. On se moquait constamment de moi à cause d'eux. J'avais porté ce pantalon de velours côtelé rouge et cette chemise verte à manches courtes une centaine de fois rien que cette année. Ce jour-là, ils étaient particulièrement sales parce que la veille, j'avais joué avec mes voitures. Matchbox dans le jardin. Je ne me souviens pas pourquoi. Je n'avais pas eu le temps de les laver. J'ôtai mes vêtements et quittai la chambre. Mes deux frères aînés, Ross et Scott, étaient déjà attablés dans la salle à manger. Ross mangeait des œufs pochés sur une tartine et buvait du jus de fruits, préparé avec amour par les mains douces de mère. Avec un peu trop de poivre à mon goût. Mais bon, je n'imagine même pas pouvoir prétendre à un tel petit déjeuner. Scott ne mangeait pas de tartine avec des œufs. Il mangeait ce qu'il voulait. Scott pouvait demander tout ce qu'il voulait et elle le faisait sans hésiter. Je devais, en ce qui me concerne, préparer mon petit déjeuner moi-même, et seulement quand je le pouvais. Parfois, je devais sauter ce repas et tout faire pour lui échapper en essayant de sortir dès que j'étais habillée. Depuis que David était parti, elle s'était mise à me frapper le matin de plus en plus souvent. Assise à table, je laissais mon esprit vagabonder. Tout se mélangeait dans ma mémoire quand j'essayais de me souvenir de la période d'avant le départ de David. Je me rappelais qu'il était le seul forcé à manger sous la table de la cuisine, pendant que les autres étaient toujours installés dans la salle à manger. Je commençais à comprendre que certaines choses avaient changé, et d'autres non. À présent, je ne pouvais rien faire sans sa permission. Je ne pouvais ni manger, ni prendre un bain, ni faire quoi que ce soit sans qu'elle le sache. En y pensant, je me surpris à reconnaître que quelques petites choses avaient changé sans que je m'en aperçoive. Depuis quelque temps, lorsque le dîner était sur la table, je devais attendre que Kate soit servie avant de pouvoir prendre ma fourchette. Kate n'est pas encore prêt. Tu peux attendre, hurlait-elle. Je ne remettais jamais en question ce qu'elle disait. Je ne remettais jamais rien en question. Maman estimait que j'avais fini de manger quand Kate avait terminé. Quand il avait fini, elle débarrassait tout simplement son assiette et la mienne en même temps. Je compris alors qu'il fallait que je mange plus vite, puisque je ne pouvais commencer qu'après Kate. Les autres mangeaient comme d'habitude. La plupart du temps, je croyais que j'avais des ennuis parce que j'avais fait une bêtise, mais elle ne me disait jamais de quoi il s'agissait, et j'avais bien trop peur de poser la question. Quand je pensais à la façon dont les choses avaient changé, je me demandais ce qu'elle avait en tête. Maman n'avait pas perdu de temps et m'avait rapidement amené à me sentir comme lui. Probablement. Maman n'avait plus personne sur qui taper. J'avais plus peur d'elle que jamais. Je m'attirais davantage d'ennui à chaque fois que je disais ou faisais quelque chose. À présent, j'en avais tout le temps, et je ne savais pas pourquoi. Maintenant que David était parti, j'avais peur qu'elle n'essaie de me tuer comme elle avait essayé de le tuer lui. J'avais peur qu'elle ne me traite comme un animal, comme elle l'avait traité lui. J'avais peur d'être devenue sa chose. En regardant maman, dans la cuisine, je voyais comme elle s'occupait bien des autres garçons. Elle s'assurait que le petit déjeuner de Ross était parfait. Je la voyais s'affairer dans la cuisine dont le sol avait des motifs noirs, orange et verts, si courants dans les années 70. Je voyais la table de métal blanc, les placards blancs et la cuisinière fer olive. Pendant un moment, je l'imaginais préparant quelque chose rien que pour moi. Ce serait le plus gentil garçon si je pense qu'elle m'aimait autant que Ross et Scott. Il portait des vêtements propres. Ross avait des couvre-lits achetés à l'école pour protéger ses bouquins. Les miens étaient recouverts de sacs en papier que j'avais découpés, mais que je n'arrivais pas à faire tenir proprement. N'importe quel homme aurait pu dire que c'était un enfant de 8 ans qui les avait faits. Je revins brutalement à la réalité au moment où elle s'approcha de la table, attrapa mon assiette et m'informa que j'avais fini mon petit déjeuner. Elle se promena dans la salle à manger, l'assiette à la main, puis retourna dans la cuisine en parlant toute seule. Rose continua à manger et à boire son jus de fruits. Parfois, il m'arrivait d'être en colère contre lui parce qu'il était le plus grand et qu'il ne tenait jamais tête. Bien qu'il soit lui-même un enfant, si quelqu'un devait s'interposer en ma faveur, c'était lui. « Pourquoi tu restes assis là à ne rien faire ?» lui dis-je mentalement avec colère.
J'aurais voulu hurler et le forcer à se lever et à voir ce qui se passait. Mais tiens, Mitel, fais quelque chose! Plus je pensais à ce que je voudrais dire tout haut, plus j'étais en colère. Je le regardais, me jetais des petits coups d'œil en faisant bien attention à ce que maman ne le voie pas. Il me tendit une de ses tartines recouvertes de confiture de raisin et je la cachai sous la table. Son sourire silencieux me rassura et me fit comprendre qu'il comprenait et qu'il se préoccupait de moi. Tout fut pardonné. Je me sentais en sécurité avec lui et la fin n'avait aucune importance. Un sentiment de plénitude remplaça alors mes mauvaises pensées, comme si j'avais mangé tout ce que je pouvais. Je lui souris en retour au moment où elle revint. Nous reprîmes notre attitude habituelle avant qu'elle se rende compte de quoi que ce soit. Il me suffit d'un simple morceau de pain et d'un sourire pour oublier ma colère. Nous étions amis, nous étions frères. Je me levai de table et commençai mon rituel matinal qui consistait à arpenter la maison pour tenter d'échapper à maman avant de partir pour l'école. Je devais toujours me tenir loin d'elle le matin. C'était comme une sorte de jeu cruel. Je le savais et elle le savait. Nous savions tous les deux que je cherchais à l'éviter pour ne pas prendre une fessée ou des gifles avant d'aller à l'école. Nous savions tous deux que l'autre avait parfaitement conscience de ce jeu atroce. Pourquoi est-ce que tu cours tout le temps dans la maison me demandait souvent Scott. Pour ça, je pouvais compter sur lui. Il savait très bien ce qui se passait. Il faisait semblant de ne pas savoir ou de ne pas comprendre. Il faisait ce que je faisais à une époque peut-être pour être dans les petits papiers de maman. Je lui répondais dans un murmure de colère. Tout ce que je fais, c'est me réveiller. Finalement, je parvins à l'éviter et je me rendis dans ma chambre pour contempler les meubles et toutes les cochonneries que je collectionnais. C'étaient des obstacles que je plaçais stratégiquement dans toute ma chambre afin d'avoir le temps nécessaire pour lui échapper. En regardant ce parcours d'obstacles, je ne pus m'empêcher de réfléchir. Quelque chose avait changé dans la maison, mais je ne savais pas ce que c'était. Ça concernait maman. Si maman veut m'attraper quand j'essaie de lui échapper, alors pourquoi est-ce que je ne jette pas tout ça quand je suis à l'école? Elle pourrait facilement supprimer la seule chose qui me donne un peu de sécurité, mais elle ne le fait pas. En regardant ma chambre, je ne vis que des meubles et des objets jetés par les voisins. Je ne prenais que ceux qui m'apporteraient un peu de sécurité en les plaçant avec soin dans la pièce. Je savais qu'elle ne pouvait pas m'attraper si je tenais d'un côté d'un tas de meubles et elle de l'autre. Chaque jour, je passais mon temps à chercher tout ce qui pourrait m'être utile. Le fait que ces objets puissent fonctionner ou être jolis n'avait aucune importance. J'en avais besoin pour me protéger. Ils avaient une fonction, la maintenir loin de moi. Une table en pin en forme de boomerang et un meuble de chénifie en bois laqué noir et un verre se trouvaient au centre de ma collection. Deux petits desserts orange vifs étaient posés au milieu de la pile. Placé avec soin à l'extérieur de la pile se trouvait un petit meuble télé en formica jaune pâle avec des bords en métal argenté. Pardon. C'était le dernier endroit où me glisser et me cacher si je n'arrivais pas à échapper à maman d'une autre manière. Je le gardais parce que ça me rassurait de savoir qu'il était là, si j'en avais besoin. Maman parvenait toujours à m'attraper avant que j'aie quitté la maison pour me rendre à pied à l'école. Je longeais le parcours d'obstacles dans ma chambre pour voir s'il y avait quelque chose par terre, comme une chaussure sur laquelle je pourrais trébucher, ou bien si quelque chose n'était pas à sa place. Je me sentais bien à arpenter ce labyrinthe. Tout était à sa place. Parfois j'étais en colère contre mes frères, parce qu'ils ne m'aidaient pas. Ils savaient qu'elles me poursuivaient chaque matin, et presque tous les soirs, pour me frapper. Ils se plaignaient du bruit que je faisais et qui les empêchait de regarder la télévision quand je courais pour essayer d'échapper à maman. C'était comme s'ils acceptaient ce qui se passait et qu'ils en faisaient abstraction. Ils font abstraction de moi comme je le faisais de lui. Elle n'avait jamais eu besoin de me battre constamment, mais seulement occasionnellement pour s'assurer que j'avais peur d'elle, et elle le savait. Il lui suffisait de s'arranger pour que j'aie suffisamment peur de ce qu'elle faisait à David, et je faisais alors tout mon possible pour me maintenir loin d'elle. Elle avait toujours eu David à battre quand elle en avait envie. Mais maintenant il est parti, et moi, j'étais toujours là. Je me demandais jusqu'à quel point ma vie pourrait empirer. Toutes les fois où elle m'avait frappé par le passé, où elle m'avait fait me sentir moins que rien, était sur le point de devenir bien pire. À présent que David était parti, elle avait besoin de quelqu'un à tabasser, et je savais que c'était moi.
David était parti, mais pas moi. Je suis encore là, et personne ne va m'aider. Personne, dis-je à voix haute. Chapitre 5. Partir sans dire au revoir. Mars 1973. Des années après le départ de David, j'ai appris qu'il se trouvait dans une famille d'accueil et commençait une autre vie, une vie sans maltraitance. Je sais aujourd'hui qu'il n'aurait pas pu dire au revoir même s'il avait voulu, que les autorités l'avaient retiré de notre maison, de nos vies. À l'époque, j'avais l'impression qu'il nous avait trahis en nous laissant seuls, bien que maman m'ait répété de nombreuses fois qu'il était en prison. J'avais toujours pensé que la prison devait être plus agréable. En classe de CE1, à l'âge de 8 ans, tous les matins je contemplais les fenêtres de la maison d'en face. Mon meilleur ami, Josh, son frère Kevin et sa sœur Donna habitaient là. Josh avait à peu près le même âge que moi. Ses parents, Fred et Suzanne, avaient toujours été gentils avec moi. Suzanne m'avait confié qu'elle était au courant des horreurs qui se passaient dans ma maison, mais qu'elle ne pouvait rien y faire. Comme tous les autres voisins, elle avait peur d'accuser maman de maltraitance. Il me suffisait qu'elle le sache. Elle était douce, et elle passa sa main dans mes cheveux quand je venais chez eux pour jouer avec Josh. Cela me permettait de savoir qu'elle s'inquiétait. Nous voulions tous deux parler de la vérité, mais aucun d'entre nous n'avait le courage d'ouvrir la bouche. Suzanne mit en place un système de signaux pour me faire savoir à quel point Josh était prêt pour partir à l'école. Quand il est prêt, elle ouvrait les volets de fenêtres qui donnaient sur la rue. Comme ça, je savais que je pouvais partir. Nous avions conçu ce système après que Josh m'eût avoué qu'il ne voulait plus venir chez moi. Mon meilleur ami avait aussi peur de maman que moi. Ses parents lui avaient dit de ne pas s'en approcher. Je fus anéantie. Mon meilleur ami s'éloignait de moi parce que beaucoup de choses étaient en train de changer. Au début, ce ne furent que de petits changements, mais tellement nombreux que j'avais l'impression qu'ils s'étaient glissés insidieusement dans ma vie. C'était gênant de voir le regard des voisins, de voir les professeurs me surveiller et parler de moi entre eux. Je ne peux pas dire que mon meilleur ami et sa famille commencèrent à me traiter différemment d'un seul coup. Cependant, quand les voisins se rendirent compte que l'un des enfants avait disparu, je compris que beaucoup de choses avaient changé. C'est la police qui l'a emmené, répétai-je. C'était ma réponse systématique à ceux qui osaient me poser la question. Comme les parents de Josh, personne n'avait vraiment envie de savoir exactement pourquoi un garçon de 11 ans appelé David avait disparu. Tous les voisins, étudiants, écoliers et même quelques-uns des professeurs savaient qu'il avait été emmené. Personne ne demandait jamais pourquoi. Ils le savaient tous. Simplement, ils n'en parlaient jamais. Comme moi. Ils avaient peur. Il m'était difficile d'accepter que la relation avec mon meilleur ami soit en train de changer. Il commençait à se comporter différemment avec moi, comme s'il avait peur de moi ou de quelque chose. Assis à mon bureau, sous la fenêtre de ma chambre, j'attendais le signal depuis l'autre côté de la rue. Je rêvais de Josh et de sa maison. Est-ce que Suzanne leur prépare le petit déjeuner? Se peut-il qu'ils doivent également tout faire pour échapper à leur mère? Maman était parvenue à s'immiscer dans ma chambre sans que je m'en sois aperçue. Je m'étais pourtant entraînée et depuis tellement longtemps pour qu'à chaque fois qu'elle essaie de m'attraper le bras ou la jambe par surprise, je puisse m'en rendre compte avant. En général, je m'enfuyais avant qu'elle puisse commencer à me frapper. En attrapant mes bras, elle me dit que Suzanne avait ouvert les volets. À présent, Suzanne regardait depuis sa fenêtre pour s'assurer que Josh et moi sortions de nos maisons. Je devais me lever et m'enfuir. J'étais resté assis à mon bureau à regarder la maison d'en face et je n'avais pas remarqué les stores. En me levant d'un bond, je glissai sur le sol couvert de la poussière accumulée depuis des semaines, depuis la dernière fois que j'avais balayé. Maman tendit ses griffes vers moi pour m'attraper, mais elle ne me tint pas suffisamment fort. Je fus immédiatement saisi de terreur et je paniquai. Je me tortillai et parvins à lui échapper. Je me mis à courir autour du centre de la pièce, encore et encore, alors que maman était juste derrière moi. Je passai le coin de la table en forme de boomerang et la table de chevet devant le bureau. L'espace entre le lit et le coin de la table n'était que de 60 centimètres, juste assez pour que je puisse tourner autour en courant. Juste après le lit, il y avait le vieux meuble de Chenifi, et là, l'écart n'était que d'une trentaine de centimètres. Entre ce meuble et les portes du placard. Juste assez d'espace pour que je puisse y passer en courant. Les battements de ma poitrine m'aidaient à me concentrer sur ma fuite et à courir plus vite. Maman hurla un juron en poussant le meuble pour continuer à m'en suivre. La chambre faisait seulement 15 mètres carrés environ, presque totalement encombrée de toutes les cochonneries que j'avais ramassées et qui ont une fois de plus prouvé leur utilité. Je courais en silence.
Je savais d'expérience que si j'appelais au secours ou si des cris de peur m'échappaient, sa colère ne ferait qu'augmenter. Dans le couloir, je passais devant sa chambre, puis devant la salle de bain et me précipitais dans la cuisine. Je courais toujours plus vite. Ce matin-là, j'étais confiant grâce à ce qui s'était passé avec Ross au petit déjeuner, et je me sentais fière et à l'aise. J'arrivais près de la table de la salle à manger, espérant me glisser dessous pour ressortir de l'autre côté avant qu'elle m'attrape. Mais je vis bien que j'étais en train de perdre la course. Alors que je plongeais prudemment sous la table, je me cognais le genou sur l'un des pieds d'une chaise. C'était une vieille et lourde table en bois massif, avec un fauteuil à chaque bout. Les pieds joliment ouvragés de la table et des chaises portaient des marques que nous avions faites et montraient ce qui se passait lors des matinées exactement comme celle-ci. Les énormes pieds portaient des traces de griffures de nombreux animaux et enfants, des années de cicatrices visibles sur le boisson. Je me relevai et tentai de courir aussi vite que possible jusqu'au salon. Mon cœur battait de plus en plus vite et la peur cédait à la panique. En regardant par-dessus mon épaule, je ne la vis pas. Tout à coup, elle m'attrapa par le bras. Elle me tint fermement d'une main avec dans l'autre une chaise de cuisine. Elle la plaça avec soin dans le salon, juste en face de la porte d'entrée. Je n'avais aucune idée du plan misérable qu'elle avait pu concocter. Je me tortillai, la suppliai de me lâcher. Mais je n'ai rien fait, hurlai-je. Je ne sais pas combien de temps s'écoula. Josh, qui m'attendait devant chez lui, vint jusqu'à notre porte. J'entendis la sonnette et je criai Non. À ce moment-là, je compris ce qu'elle avait choisi pour me souhaiter une bonne journée. Je fus extrêmement bouleversée et très gênée. Ses doigts se refermaient de plus en plus fort sous mon bras. Je me contorsionnais. Je savais déjà ce qui allait se produire. La panique céda la place à la terreur. Elle ouvrit la porte et Josh demanda si j'étais prêt pour partir à l'école, sans jamais la regarder. Il me regarda moi, qui cherchais à m'écarter d'elle alors que mon bras devenait tout rouge sous ses doigts. Ça me prendra qu'une minute, mon garçon, dit maman poliment à Josh. Comme si elle était une gentille mère qui voulait attraper le sac de son enfant contenant son petit déjeuner, préparé avec amour. Elle tira ma chemise verte sale par-dessus ma tête, sans me l'enlever. Elle resta accrochée à mes bras, incapable d'attraper quoi que ce soit, et même de savoir de quelle direction j'étais tournée. J'avais juste conscience qu'elle baissait mon pantalon et montrait mes sous-vêtements à Josh. J'étais mortifiée, et je restai sans voix. Elle s'assit, m'attira sur ses genoux et se mit à me donner une fessée, coup après coup, sans dire un mot. Elle tapa de plus en plus fort, à un rythme rapide. J'aurais juré qu'elle chantonnait, et je n'avais conscience ni de la terreur dans les yeux de Josh, ni de mes cris. Finalement, Josh dit qu'il devait partir, ou bien il serait en retard à l'école. Suffisamment fort pour que sa voix porte par-dessus le bruit des coups, puis il descendit les escaliers en courant. Alors, elle me lâcha et je tombai par terre. Je ne pouvais rien voir car j'avais toujours ma chemise par-dessus la tête, et j'ai remonté mon pantalon en sortant de la maison. Comme d'habitude, Josh m'avait attendu et ne dit pas un mot de ce qu'il avait vu dans la maison. C'était peut-être pour cela que nous étions restés de si bons amis. Nous trouvâmes toujours un autre sujet de discussion en nous rendant à l'école, n'importe lequel, à l'exception de ce qui venait de se produire. Marcher me fut particulièrement difficile ce jour-là, parce que le coton de mes sous-vêtements frottait sur ma peau tendre, rougie jusqu'au sang quelques minutes auparavant. Ce jour-là, j'avais particulièrement mal. J'essayais de me retenir de pleurer, mais mes yeux se remplissaient de larmes en me souvenant de la peur sur le visage de Josh. Je pleurais à cause de ce que Josh avait vu, qui risquait de l'éloigner de plus en plus de moi. Je pleurais de déception parce que je n'étais pas suffisamment préparée et que je n'avais pas réussi à y échapper. Je pleurais aussi à cause du sentiment que je connaissais trop bien, celui qui emplissait mon cœur brisé. Josh et moi avions notre propre chemin pour nous rendre à l'école. Nous allions jusqu'au bout de Crestline Avenue, puis nous suivions Westmore Avenue avant de prendre Edgemont Drive et de longer Westmore Park. Tout le long du parc, il y avait un bois, avec un sentier qui passait au milieu, tracé par des centaines de gamins qui suivaient le même chemin. Cachés sous les arbres, nous courions de plus en plus vite en criant. Mais pas ce jour-là. J'expliquai à Josh que je ne pouvais plus avancer. J'avais besoin de me reposer un moment. Il acquiesça et s'en alla expliquer à mon instituteur que je serais à nouveau en retard. Il était vraiment sympa pour ça. Il n'avait pas beaucoup d'imagination pour inventer de nouvelles excuses, mais il était très loyal. Le bois longeait le terrain de football du groupe scolaire de Westmore. Tout au bout, il y avait un coin où je me rendais souvent pour m'allonger. Ce jour-là, je fus incapable de rêver à ce que ma vie pourrait être. Je savais que je rêvassais trop, mais je n'avais rien d'autre. Et rien que ces courts rêves de liberté, ces rêves de la série télé, la fête à la maison. Comment une famille peut être aussi heureuse?
sans crier gare. Je me levai et me mis à hurler, aussi fort que je le pouvais. « Je suis qu'un enfant! Laissez-moi tranquille !» Je ne savais pas à qui je m'adressais, peut-être à Dieu, à cette personne invisible qui était censée être là quand on avait besoin, être notre dernier espoir d'aide et d'amour. Il ne répondit jamais à mes cris, silencieux ou non. Dieu était devenu juste un nom, un titre. Peut-être que je m'adressais à maman ou à moi-même. Je méritais sans doute ce traitement, puisque personne ne faisait rien pour qu'il cesse. Ni les parents de Josh, qui m'avaient dit être au courant de ce qui se passait, ni l'école, où j'étais sans cesse convoquée chez la directrice qui me posait des questions sur ma situation à la maison. Il me disait nous savons ce qui se passe. Ni mes frères qui se contentaient de faire la sourde oreille quand maman me pourchassait et qu'elle finissait par me donner des gifles, des coups de pied, juste parce que j'étais là. Sans m'y attendre, je fus content de voir ma colère contre mon père faire surface, ce qui arrivait rarement. J'étais en colère parce qu'il nous avait quittés. J'étais en colère parce qu'il m'avait quitté. J'étais en colère parce qu'il était libéré de maman. Je voulais vivre une vie normale, avoir un père qui travaille dur et qui rentre à la maison, une mère qui s'occupe de ses enfants et leur donne ce dont ils ont besoin avec amour. Pour avoir une vie comme la mienne, je devais sûrement être un sale gosse. Je devais sûrement le mériter. Il devait avoir raison. J'avais l'impression que j'étais un misérable et que je ne méritais rien, même pas de vivre. Et ça devait être vrai. Encore une journée à me convaincre que j'étais exactement comme on me disait. Et rapidement, je me relevai et me rendis à l'école. Maman m'avait toujours dit que la police avait emmené David, et bien que ce fût en partie vrai, ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle m'avait raconté. Je ne le savais pas à l'époque, mais la réalité était que l'école m'avait fait en sorte qu'il soit retiré de notre famille. Les gens de l'école avaient finalement décrété que trop, c'est trop. Comme j'ignorais complètement cet aspect des choses à l'époque, je ne mettais que peu d'espoir dans mes nombreuses visites à la directrice. Si les gens de l'école m'avaient donné un instant le moindre signe qu'ils s'en préoccupaient, qu'ils avaient le pouvoir de m'aider, je leur aurais tout raconté. Étant donné que les services sociaux et la police étaient déjà sur l'affaire, j'aurais pu m'attendre à de l'aide, mais ce ne fut jamais le cas. L'État, dans toute sa sagesse, ne retira qu'un seul des 5 garçons de la maison. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, je ne sais toujours pas pourquoi un seul des garçons fut emmené. Pensait-il réellement qu'un parent si cruel et mauvais, qui avait tenté à plusieurs reprises de tuer l'un de ses enfants, ne maltraitait qu'un seul d'entre eux? Pensait-il vraiment que quelqu'un d'aussi tordu et malade changerait tout d'un coup de mode de vie? Il n'emmènerait qu'un seul d'entre nous et laisserait les autres souffrir. Il fallait environ 45 minutes à pied pour se rendre à la maison de l'école, qui était divisée en ailes. Chaque aile correspondait à un certain niveau. L'école maternelle se trouvait juste à côté des bureaux de la bibliothèque. Ensuite, il y avait l'aile des CP et CE1, etc. Les dernières ailes étaient réservées aux plus âgés, ceux qui étaient en CM1 et CM2. La cour était aussi grande que les bâtiments. Elle n'était pas divisée en sections, cependant il était évident que chaque niveau avait son coin réservé. Les balançoires et les toboggans étaient tout près de la zone des CP. Le coin du terrain de basket était le plus éloigné de l'aire de jeu des petits. Quand j'étais en maternelle, je jouais avec des blocs de bois et je les donnais facilement quand quelqu'un les réclamait. Je n'avais pas le courage de me défendre ou de me battre. Je commençais déjà à me comporter comme j'allais le faire pendant toutes mes années d'école. Les classes étaient assez petites, une vingtaine d'élèves, et les autres enfants se connaissaient. À mesure que nous passions dans les classes supérieures, nous savions tous qui posait des problèmes, qui était méchant et qui se laissait embêter par les autres. Quand j'arrivais en CE1, David venait d'être emmené, et j'avais déjà une réputation de cible facile. Je suppose que c'était à cause de ma facilité à cacher mes émotions et à accepter ce qui m'arrivait. La cruauté, les insultes et les coups faisaient tout simplement partie de ma vie à la maison. Pourquoi cela aurait dû être différent à l'école? Je me sentais minuscule et honteux. Quand j'eus 8 ans, les choses commencèrent à vraiment mal tourner pour moi à l'école. Pour la plupart, nous y allons à pied. Je voyais les mêmes visages d'enfants qui quittaient leur maison et prenaient le même chemin que Josh et moi. Pendant longtemps, je fus tellement habituée que je pouvais dire si j'étais en retard. Ou non, lorsque je ne voyais pas certains enfants sortir de chez eux, quand Josh et moi passions devant leur maison. Dans la dernière partie du chemin, il fallait traverser la rue devant la caserne des pompiers, puis rentrer dans la cour de l'école et suivre la grille qui menait à la pelouse derrière les bâtiments. C'était là que l'attaque se produisait en général.
Chaque fois que j'arrivais au bout de la grille, mon cœur se mettait à battre très vite et les paumes de mes mains transpiraient. J'étais terriblement effrayée. Il y avait 3 enfants en particulier qui connaissaient le chemin que je prenais chaque matin et qui savaient que j'étais une cible facile. Ils m'attendaient là et sortaient de derrière les fourrés pour me tourmenter. La plupart du temps, ils laissaient Josh tranquille. Ils les écoutaient me faire des remarques, rire et se moquer de mes vêtements, de mes cheveux roux et de mes taches de rousseur. Les rares fois où ils me laissaient avec eux, parce qu'ils nous avaient retenus là trop longtemps, j'étais déçue qu'ils m'abandonnent. Il était si loin de me défendre qu'il aurait si bien pu se trouver en Suisse. Habituellement, ils achevaient de me tourmenter en me poussant dans les buissons. Je les entendais rire alors qu'ils partaient en courant en me laissant là. La plupart du temps, mon pantalon était déjà sale et la boue que je devais enlever en me relevant des buissons ne me dérangeait pas beaucoup. Chaque matin, en faisant la queue pour obtenir mon ticket de cantine, des enfants en groupe se moquaient du petit garçon aux vêtements sales. J'étais à la fois gênée et en colère. Ben, il porte le même pantalon toute l'année. Il n'a même pas les moyens d'acheter des vêtements. Sa mère est une pocheronne. Ça ne me dérangeait pas qu'il se moque de maman. Je me fichais bien d'elle. Ce qui me faisait vraiment souffrir, c'est d'être aussi gênée de mes vêtements. La cloche sonna. Elle indiquait le début de la journée d'école, et je commençais déjà à craindre le chemin du retour. Les autres enfants ne m'avaient pas beaucoup embêtée aujourd'hui, parce que visiblement quelque chose n'allait pas chez moi. Je devais avoir l'air d'aller encore plus mal que d'habitude. Je n'avais plus aucun orgueil. Je n'avais aucune envie d'écouter et même d'essayer d'avoir l'air intéressée. À présent, j'étais plus à l'aise, la tête sur la table, à essayer de dormir. J'avais du mal à rester immobile. Le coton de mon slip collait à ma peau à mesure que le sang séchait. Je suis désolée. Une fois de plus, je fus convoquée dans le bureau de la directrice. Ces dernières semaines, j'avais été convoquée presque chaque jour. Depuis que David était parti, on me répétait que l'on s'inquiétait pour moi. J'étais sûre qu'ils pensaient comme maman que je ne valais rien et que je devais être constamment surveillée. Eux aussi devaient savoir que j'avais toujours des ennuis pour quelque chose. Peut-être que maman leur racontait des mensonges sur moi, comme elle en racontait sur David. Dans le bureau, la conversation ne dura pas très longtemps. Je me contentais surtout d'écouter sans vraiment faire attention à ce qui était dit. Quelques minutes plus tard, je retournai vers ma classe. Dans le hall, près des bureaux, se trouvait la bibliothèque, le seul endroit où j'aimais me rendre. Je pouvais y trouver un livre et m'asseoir dans un coin, tout seul dans le monde nouveau que je découvrais à l'intérieur du bouquin. Salut Lenny, merci. Toi aussi. Je choisissais toujours des livres qui parlaient d'aventure, de l'espace ou de mes animaux préférés. Ce jour-là, je m'y glissais sans que personne ne me remarque car une classe se trouvait déjà là. Dans un coin, je me mis à regarder les titres en attendant que l'un d'entre eux m'attire l'œil. Finalement, j'en trouvai un et je cherchais dans la salle un endroit où m'asseoir au soleil. Mon endroit préféré était libre, un lieu près des grandes baies vitrées et qui était réchauffé par le soleil du matin. Mais peu de temps après, la douleur me rappela que je ne pouvais pas m'asseoir. Frustrée qu'elle puisse m'atteindre même quand elle n'était pas là, je jetai le livre par terre en sortis en courant, sans que personne ne me voie. Merci, Mimi, c'est gentil. Avant de retourner dans ma classe, je fis un détour par les toilettes des garçons. Je m'enfermai dans une cabine et me mis à pleurer. Il m'arrivait souvent de passer du temps là à pleurer, sans faire de bruit, pour que personne ne m'entende. Je restai assis un long moment à supplier Dieu de me venir en aide. Le dernier cours de la journée était sur le point de commencer. Au son de la cloche, je savais que des enfants allaient venir. Merci pour ton suivi, Lémi, c'est gentil. Aux toilettes, et que je devais en sortir avant qu'ils ne me voient. Je serais trop gênée si on me voyait pleurer. Cela donnerait au garçon qui m'embêterait une raison supplémentaire de le faire. Entre le bureau du directeur et la lenteur de mon retour en classe, je réussis à rater une bonne partie de la journée. Ça n'avait aucune importance, je ne manquais jamais à personne. Je m'essuyai les yeux sur ma manche, et je sus qu'elle avait sali mon visage encore plus qu'il ne l'était. Maintenant, je devais me laver. En remplissant le lavabo, je vis mon reflet dans l'eau. Quand je regardai dans le miroir, je ressentis le dégoût et la honte que je voyais toujours en moi. Ces abominables cheveux roux, mal peignés, et ce visage sale. Je baissai la tête de honte. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu n'en finis pas?
Je savais que je n'aurais jamais le courage de mettre fin à mes jours, et ce souhait était juste un rêve. Curieusement, ce rêve de me suicider un jour me réconforta. Lentement, je franchis les portes et sortis de la cour, je ne vis aucun enfant. Je marchais droit devant moi et le silence de l'énorme cour comme celui de ma tête me permirent d'entendre le son dans mes oreilles. Comme j'avais la tête basse, je pouvais voir les graviers sur le sol de la cour. J'avais atteint le bout de la partie cimentée, toujours en réfléchissant. Là commençait la pelouse du terrain de sport et de l'aire de jeu des enfants plus âgés de l'école. Merci pour les likes, c'est gentil. Ne voyant personne, je m'allongeai sur le dos et je me demandais: est-ce que je devrais? Je me relevai et décidai de retourner en classe pour ce qui restait du dernier cours. Avant que j'aie atteint le préau, la cloche sonna et le hall s'emplit de bruit des enfants, qui fermaient leur casier. Je cherchais Josh au milieu du grand terrain de jeu derrière l'école. C'était l'un des deux endroits où nous nous retrouvions. Aucun signe de mon ami. Je retournai dans le couloir qui passait à côté de la bibliothèque et menait au parking. Je le trouvai dans notre deuxième endroit, presque au bout du couloir. Je souris en le voyant et me fit un signe. Nous marchâmes en rythme, silencieusement. Josh savait qu'on m'embêtait à cause de mes vêtements, parce que je sentais la saleté et la sueur. Pas un mot sur le sujet. Josh et moi savions tous deux que nous pouvions compter l'un sur l'autre, que nous étions amis. Il m'avait vu dans les pires états, et je l'avais écouté exprimer sa frustration parce qu'il était plus âgé et qu'il avait un frère et une sœur plus jeunes. En arrivant au bout de la longue rue qui menait en haut de Westmore Hill, je n'arrivais plus à marcher aussi vite que lui, et je lui demandai de nous arrêter sous les arbres. J'ai pas le temps aujourd'hui, je dois aller faire des courses avec ma maman pour acheter des vêtements pour la photo de l'école, me dit-il fièrement. Je tentais de simuler ma jalousie et ma colère. D'abord, j'avais oublié la photo de l'école la semaine prochaine. En plus, j'avais oublié que je devrais faire la queue derrière les enfants revêtus d'habits neufs, alors que je porterais toujours mes vieux haillons sentant la saleté et la sueur. Je ne pouvais plus supporter la honte. Une fois que Josh fut hors de vue, je tournai les talons et courus dans les bois en pleurant de rage à l'idée de le voir dans ses nouveaux vêtements, alors que je porterais toujours mon vieux pantalon rouge et ma chemise verte. Je m'arrêtai, m'étendis sur le dos, et regardai le ciel bleu dans lequel çà et là se trouvaient quelques nuages blancs qui avançaient lentement. Alors, Dieu, où étais-tu aujourd'hui? Demandai-je avec colère. C'est pas grave, merci, bonne soirée. Merci encore. C'est trop gentil. Bonne nuit, demain il y a école. Je me levai et repris le chemin de ce qui s'appelait chez moi. Du coin de la rue, je vis la maison et ses couleurs sinistres qui, dans mon esprit, la différenciaient des autres. En réalité, la maison était rose et aussi pimpante que les autres habitations du quartier. J'attendais désespérément le miracle d'une catastrophe naturelle. Si seulement un ouragan, une tornade ou un tremblement de terre pouvait détruire cette maison. En la voyant toujours debout, la colère me saisit. Je ne me souviens pas de la raison de notre dispute quand je rentrais ce jour-là. Je sais qu'elle me poursuivait dans toute la maison avant le dîner. Juste après, j'allais me coucher, fatiguée de ma journée, fatiguée de ma soirée, fatiguée de la vie. Cette nuit-là, comme d'habitude, je fis semblant de dormir. Je me souviens comme si c'était hier, et c'est alors que j'ai décidé de dormir les yeux ouverts. De dormir en étant capable de discerner le moindre mouvement. Comme ça, je pouvais la tromper. J'étais sûre que j'étais le prochain sur la liste. Prendre la place de David, subir la même routine et la honte qu'il avait dû ressentir, tout cela était trop pour moi. Je pensais au départ de David et à la colère gronder encore plus en moi. Il était parti sans me dire au revoir. Peut-être qu'il n'en avait pas eu envie. Peut-être qu'il me détestait pour tout ce que j'avais dit sur lui et les raclées qu'il avait prises à cause de moi. Peut-être qu'il était vraiment en colère et qu'il n'avait eu aucune envie de démontrer ses sentiments, de s'inquiéter pour ce qu'il laissait derrière lui, les autres enfants, la maison. Tout se mélangeait dans ma tête. Je ne savais pas si je devais être en colère parce qu'il m'avait laissé devenir son remplaçant ou si je devais être heureux pour lui qu'il soit parvenu à s'échapper. Je n'avais jamais beaucoup réfléchi à sa vie de maintenant. Tout ce que je savais, c'était qu'il était libre et pas moi. Il m'avait abandonné. Il avait oublié. Au fond, je savais qu'il n'avait pas l'intention de m'aider. Pourquoi l'aurait-il fait? Merci, c'est gentil, Anne.
À l'âge de 8 ans, j'ai appris ce que signifiait la trahison. Il m'a fallu plus de 20 ans avant d'apprendre la réalité. En fait, David n'aurait pas pu m'aider. Il n'était lui-même qu'un enfant qui commençait une nouvelle vie. Il était libre, il en avait le droit. Si j'avais eu la même chance, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Un petit live ce soir. Je vous remercie à tous d'être passés, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous bisous.